Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire investissement de SSQ. Je me présente, Luc Bossé, vice-président développement des affaires Centre et Est du Canada pour le volet assurance et investissement individuel. C'est avec plaisir que nous vous offrons aujourd'hui cette revue de la performance des marchés au quatrième trimestre, ainsi qu'un survol de la performance du fonds SSQ Revenu et Croissance mondiale de CI Signature. Avant de vous présenter nos invités conférenciers, je tiens à souligner que si le temps le permet, nous répondrons à une ou deux questions posées via la section questions et réponses du site web du webinaire. Votre représentant SSQ pourra également vous aider pour toute question non répondue. Je profite également de l'occasion pour vous remercier pour votre confiance et vos affaires en 2017 et je vous souhaite beaucoup de succès en 2018. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos deux conférenciers. Tout d'abord, M. Daniel Conti. Daniel a plus de 16 ans d'expérience dans le service financier. Il s'est joint à CI en 2006. Il est responsable du développement des affaires et du service à la clientèle pour la division institutionnelle basée à Montréal. Avant de se joindre à l'équipe institutionnelle, M. Conti a œuvré comme gestionnaire de portefeuille auprès des clients en gestion privée de CI. Il a aussi travaillé comme analyste de placement pour le bureau de la famille Brockman à Montréal. Daniel sera accompagné aujourd'hui de M. Stéphane Champagne, vice-président, gestion de portefeuille et gestionnaire de portefeuille. Il possède plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie des placements et se spécialise dans les secteurs de biens de consommation de base et discrétionnaires mondiaux. Avant de se joindre à la signature, M. Champagne était analyste principal auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, où il était également responsable du secteur de la consommation. Avant cela, il a débuté sa carrière à titre d'analyste principal des actions auprès de Maison Placement Canada et de Valeurs Mobilières Banque Laurentienne, avant de devenir gestionnaire de portefeuille adjoint à Valorem Asset Management. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Laval. M. Champagne a été classé comme l'un des 50 gestionnaires de portefeuille d'actions Top Gun par Brandon Wood International chaque année depuis sa création en 2009. Donc, sur ce, je cède la parole à M. Conti et bonne journée à tous. Merci beaucoup pour cette belle introduction, Luc. Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous introduire à notre firme CI, en plus de notre filiale en gestion de portefeuille, signature, gestion mondiale d'actifs. Avant de céder la parole à mon collègue Stéphane Champagne. Donc, pour commencer, j'aimerais bien vous commencer la page numéro 2 ou slide numéro 2 de la présentation. Dans le fond, notre philosophie, on est à notre 20e anniversaire d'existence avec la filiale de gestion de portefeuille signature. On s'est lancé en 98. Après 20 ans, il n'y a rien qui a changé dans notre philosophie de gestion. C'est une philosophie de gestion qui a été créée au début par notre directeur de placement, Eric Bushell, après qu'il s'est joint à CI en 98. C'était vraiment de bâtir un modèle de gestion différent du modèle de Star gestionnaire. C'est vraiment de bâtir un modèle basé sur la collaboration entre une équipe de spécialistes. Donc, pour nous autres, il y a 4 points importants dans notre philosophie de gestion qui existent. Le premier, c'est vraiment d'avoir un modèle qui est basé sur la recherche fondamentale. Nous avons certainement avec nous Stéphane Champagne qui a passé des années à couvrir le secteur de consommation. C'est quelqu'un qui connaît tous les dirigeants de toutes les compagnies du côté mondial dans ce secteur. Donc, c'est vraiment lui qui est le mieux placé à avoir des conversations et non pas un généraliste. Puis vraiment, si on a une équipe de 53 spécialistes, faut qu'ils collaborent le plus possible en tout temps. Donc, ils sont tous dans le même bureau à Toronto. Ils partagent toutes les connaissances sur une base régulière et Stéphane certainement va avoir plusieurs anecdotes par rapport à cette qualité de notre philosophie. Certainement, l'amélioration constante à chaque année, c'est très, très important d'apprendre, certainement de plus en plus important aujourd'hui à cause des perturbations du côté de technologie. C'est quelque chose qu'on demande de chacun de nos gestionnaires de portefeuille de voir comment est-ce que la perturbation informatique va avoir un impact sur votre secteur. Et on sait certainement que
soit dans le commerce avec des compagnies comme Amazon ou du côté finance avec des robots qui existent là. Faut comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer et se positionner dans chacun des secteurs. Et finalement, vraiment communiquer, comme le webinaire aujourd'hui, à nos clients, et on est vraiment, vraiment engagé à répondre à vos besoins. Et on sait bien que, dans le fond, nous autres, c'est le rendement absolu qui est le plus important. Et à la fin, je vais vraiment conclure avec cette présentation de parler du rendement qu'on a depuis notre partenariat avec SSQ. À la page numéro 3, le slide numéro 3 que vous allez voir, c'est bel et bien une façon de voir notre équipe. Avant, on l'avait dans un beau tableau, un peu du côté horizontal, vertical, comme ça, c'est un peu plus clair. Mais vraiment, nous autres, on voulait transmettre le message que tout le monde, dans nos rencontres de chaque matin, est assis de cette façon-ci. Donc, on a nos stratèges au milieu et ils sont entourés de chacune des équipes de spécialistes. Et tout le monde partage leur meilleure idée à chaque matin. C'est vraiment la façon qu'on partage. Tout le monde remet une histoire différente ou de parler de qu'est-ce qui se passe dans leur secteur respectif. À la page 4, ce que vous allez voir vraiment, c'est qu'on ne peut pas rester dans le bureau tout le temps. Signature a effectué à peu près 1500 visites à des sociétés autour du monde. On est vraiment une firme globale. C'est la raison pour laquelle on pense qu'on est très bien positionné pour gérer un mandat équilibré mondial. Et avec chaque visite, chaque temps, Stéphane va te parler, il passe quelques semaines en Chine, quelques semaines au Sud d'Amérique, mais il revient puis il partage toutes les histoires, tout ce qu'il a appris en visitant chacun des sociétés dans son secteur. Et avec ça, je pense que c'est un bon moment de céder la parole à Stéphane pour continuer à la page 5 où on va parler un peu de comment on est positionné, comment on était positionné dans la stratégie de revenu et croissance mondiale en partenariat avec SSQ. OK, donc merci à vous, merci de nous joindre sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, je me présente Stéphane Champagne, gestionnaire chez Signature Global Asset Management à Toronto. Donc, il n'y a pas comme Daniel mentionnait, il n'y a pas seulement qu'un individu, il y a plusieurs individus. On parle d'une équipe de 50 de personnes ici chez Signature, justement, qui prennent soin de vos actifs ou de l'actif de vos clients tout au cours de l'année, bien entendu. Donc, comme je vous disais, encore une fois, définitivement, les marchés l'an passé, on a connu quand même une bonne année et cette année, ça donne qu'on a encore un bon début d'année sur nos marchés financiers. Donc, je suis déjà à la page 5. Donc, juste pour donner une idée un peu où le portefeuille, lorsqu'on regarde le Fonds mondial de croissance et de revenus chez Signature, quelle est la pondération, quel genre de pondération on regarde. Donc, à la page 5, bien entendu. On regarde, présentement, on est 65% en action. Donc, on avait une thèse d'investissement. On pensait que l'an passé, on regardait justement cette synchronisation des marchés en termes de croissance du PIB, bien entendu. On a vu cette synchronisation se faire en 2017. Et puis, on voyait aussi des évaluations et on voyait aussi une croissance des bénéfices soutenables. Et c'est pourquoi on était bien positionné. On a décidé de prendre une position importante en action. Donc, 65% actions présentement dans le portefeuille. Et lorsqu'on regarde l'autre partie, bien entendu, ce sont le secteur obligataire. Donc, on parlait d'environ 36% on parlait d'environ, au niveau des obligations, on parle d'une position d'environ 30% d'obligations totales, 5% en encaisse. Donc, et puis si on sépare justement le secteur obligataire, on peut dire potentiellement que nous avions une performance, une surpondération du côté des obligations corporatives qu'on a diminué dernièrement. Et puis, lorsqu'on regarde au niveau des évaluations gouvernementales, définitivement, on commence définitivement à augmenter cette pondération du côté des obligations gouvernementales avec la hausse de taux d'intérêt. Mais somme toute, pour conclure sur la page 5, nous avions justement une surpondération en action par rapport aux obligations, ce qui a bien fait avec un peu d'encaisse justement pour pouvoir profiter des opportunités. Si nous allons à la prochaine page, à la page 6, comme on peut constater,
Le titre de la slide, c'est marqué « La difficulté à obtenir 7% de rendement ». Comme on peut voir depuis une vingtaine d'années, si on regarde la standard deviation des portefeuilles, bien entendu, on parle d'un portefeuille de l'indice, on regarde on voit présentement justement que le risque associé, pour obtenir ce 7%-là, les risques associés à ce portefeuille ont pratiquement triplé sur une période de 20 ans. Alors, donc, la standard deviation est passée de 6% en 95 à aujourd'hui près de 19,2%. Donc, définitivement, on prend beaucoup plus de risques pour obtenir ce 7%. Les rendements sont définitivement un peu plus difficiles à obtenir. Ça s'explique aussi par le fait que, bon, les rendements du côté des obligations n'ont pas été au rendez-vous en général sur nos marchés à l'échelle mondiale. Mais définitivement, ce qu'on constate, on doit prendre plus de risques. Et lorsqu'on parle de risque, on parle de risque calculé. C'est pourquoi définitivement, on recommande justement une gestion active des portefeuilles et une gestion active du risque, bien entendu. Si on passe à l'autre slide 7, donc nos points de discussion sur les perspectives de marché. Donc, je vais débuter. Bon, le premier point, c'est je parlais en début de rencontre de cette synchronisation de la croissance à l'échelle mondiale. Donc, ça a débuté tranquillement vers la fin 2016. On a vraiment vu cette transition-là, ce point d'inflexion se faire en 2017 et nous pensons justement que ça va se poursuivre en 2018 et potentiellement en 2019. Mais parlons de 2018. Définitivement, on regarde l'économie américaine, somme toute, l'économie va somme toute assez bien en général en termes de croissance du PIB. On regarde le marché européen qui, lui, a été vraiment tiré de l'arrière au cours des dernières années, a commencé à revenir à compter de fin 2016, début 2017. 2017, c'était somme toute une bonne année pour les marchés européens économiquement parlant, et on pense que ça va se poursuivre en 2018. Et ce qui semble prendre la relève, je dirais, cette année, après l'Amérique du Nord et l'Europe, auxquels les marchés vont assez bien, on voit une relève se prendre à partir des pays émergents. Donc, le Brésil, où ça n'allait pas bien au cours des 3 dernières années, le Brésil, définitivement, on voit une reprise économique. La Chine, la croissance se poursuit, bien entendu, à un niveau de croissance plus faible, mais somme toute, parce que le marché devient de plus en plus mature, mais somme toute, la Chine, définitivement, on s'attend à ce que le marché chinois, et je vais en parler un peu plus tard dans la présentation, on s'attend à ce que la Chine continue justement à réaccélérer définitivement par des programmes d'investissement de la part du gouvernement, mais aussi par des programmes de dépenses de la part des entreprises. Et finalement, on voit d'autres marchés, comme on parlait de la Russie, qui était un marché qui était totalement battu au cours des dernières années à cause du prix de baril de pétrole qui était très très bas. Mais le marché russe reprend. J'y étais encore ce printemps et définitivement je vois tranquillement cette accélération se faire au niveau des dépenses de consommation. Donc définitivement la Russie revient, le Brésil revient, l'Inde qui a été impactée par la démonétisation l'an passé en 2016 et 2017 et aussi par l'implantation d'une taxe GST, taxe sur la consommation, reprend de plus belle aussi. Donc, on voit des marchés porteurs sur les marchés émergents qui reviennent. La Russie, le Brésil, l'Inde et la Chine qui, somme toute, continue sa progression, sans parler des autres petits marchés qui commencent à s'améliorer, bien entendu. Donc, où les marchés vont, en somme toute, assez bien. Lorsqu'on regarde la situation, on se dit, on a eu une bonne année, les marchés américains bien fait au cours des dernières années. On a justement la relève qui s'est pris du côté du marché européen l'année passée. Les économies vont mieux. Et maintenant, c'est ce qui reste à l'échelle mondiale. Ce sont les pays porteurs du côté des pays émergents qui reprennent de plus belle. C'est pourquoi on demeure encore très positif sur nos marchés financiers et principalement le secteur des actions cette année. La deuxième chose, on peut s'attendre définitivement à avoir de la volatilité. Et je vais en parler un peu plus loin dans la présentation, mais définitivement, ça fait quand même plusieurs mois consécutifs qu'on n'a pas eu de correction. Donc, on peut s'attendre potentiellement à ce qu'il y ait une prise de profit quelque part au courant de l'année. Mais on s'attend pas justement à une correction parce que les choses vont mal aller. On s'attend plus à une correction parce que justement, ça sera basé principalement sur des évaluations et sur ce qu'on appelle un profit taking. On peut parler d'une correction qui pourra aussi autour de 5%. On serait très surpris que ce soit de l'ordre de 10%, à moins que quelque chose aille très très mal au niveau géopolitique. Mais on peut parler d'un 5%
de correction au courant de l'année. Je peux pas vous dire à quel moment dans l'année, mais définitivement, on aura une période probablement de prise de profit au courant de l'année. C'est ce qui entraînera probablement cette correction d'autour de 5%. L'inflation, somme toute, on regarde les données économiques à l'échelle mondiale, somme toute, cette année, c'est probablement l'année, comme je vous dis, sur tous les marchés où on voit justement de bonnes données économiques apparaître. L'inflation est encore très, très bas, autant au niveau des pays développés qu'au niveau des pays émergents. Donc, somme toute, c'est une très, très bonne nouvelle et ce qui devrait justement amener cette appréciation des économies. On voit des taux d'intérêt. Oui, définitivement, on a définitivement changé de cap. On a passé d'une structure de baisse de taux d'intérêt au cours de la dernière décennie jusqu'à environ un an et demi. On voit vraiment justement une hausse de taux d'intérêt. On peut s'attendre à ce que le taux d'intérêt, justement, qu'on ait des hausses de taux d'intérêt dans certains pays. Au niveau des États-Unis, on peut s'attendre potentiellement, on s'attend, nous, chez nous, à environ 3 hausses de l'ordre de 25 points de base à tout le moins cette année. Du côté canadien, on s'attend à pratiquement à environ à 2 hausses de 25 points de base du côté canadien. Mais ce qui pousse ce taux d'intérêt à la hausse, ce n'est pas parce que l'économie, on ne voit pas des économies en surchauffe. C'est principalement justement pour normaliser justement le taux directeur aux États-Unis et normaliser un peu plus le taux directeur au Canada. Du côté européen, on ne s'attend pas de hausse de taux d'intérêt à tout le moins cette année. On est encore en assouplissement quantitatif. Par contre, le programme d'assouplissement quantitatif, lui, va être coupé de moitié à compter du mois de mars. Définitivement, l'économie a plus besoin justement d'avoir une béquille pour croître. Donc, pour mentionner pour illustrer ce que je voulais mentionner, reprise du marché européen, l'économie japonaise ça porte bien, les États-Unis, somme toute, vont assez bien. Les conditions financières sont encore très, très bonnes, les taux d'intérêt sont encore très bas, en bas des moyennes historiques, donc effectivement, c'est encore porteur, peut-être moins bon pour les épargnants, mais somme toute assez bon pour des entreprises, justement, qui veulent amener de la croissance. Finalement, au niveau du dollar canadien, on s'attend à une légère, on voit qu'une légère hausse, mais on pense que le dollar canadien est quand même capé autour du 80 sous. Pour nos exportations, c'est plus favorable. Donc, somme toute, si on a un dollar en bas de 80 sous, entre 70 et 80 sous, c'est bon pour l'économie canadienne. Au-delà du 80 sous, définitivement, ça commence à devenir un peu plus négatif pour nos exportations du côté américain. Au niveau du prix du baril de pétrole, on pourrait s'attendre à ce que ça surprenne un peu, mais somme toute, on travaille avec un prix de baril de pétrole de l'ordre de 55 à 60 $ de baril en termes de prix normalisé pour l'année. On peut voir des oscillations, mais somme toute, c'est probablement le point où on est présentement. Et finalement, les risques de baisse de bénéfices, ralentissement économique en Chine, on ne les voit pas cette année. Donc, somme toute, on voit pas vraiment de marchés qui vont ralentir, peut-être le Mexique à cause du NAFTA, mais somme toute, en général, les marchés, les économies devraient, somme toute, bien faire en termes de croissance de GDP. À l'exception de problèmes géopolitiques qu'on ne peut pas mettre dans notre boule de cristal, bien entendu. Si on bouge à la prochaine présentation, le prochain slide au niveau de la Chine, comme je vous dis, l'importance de la Chine et l'importance de l'Asie devient de plus en plus important dans cette croissance économique mondiale. Et comme je vous dis, on demeure encore très présent sur le marché chinois en termes d'investissement. Nous ajoutons un peu plus d'investissement au niveau des pays sud-est asiatiques, incluant l'Inde, bien entendu. C'est ce qu'on voit encore cette année et c'est là qu'on prend nos positions présentement dans des compagnies comme Alibaba, dans les ventes au détail, ou des compagnies comme JD.com dans les ventes au détail. C'est le genre d'entreprise qu'on regarde présentement au niveau des ventes au détail du côté de la Chine, mais on regarde aussi les entreprises dans le secteur manufacturier, dans les pays émergents asiatiques, bien entendu. Prochaine slide, lorsqu'on regarde le VIX, on regarde justement la volatilité des marchés. Les volatilités n'ont jamais été aussi basses. C'est ce qu'on constate. Est-ce que c'est soutenable? On pense pas que ça soit soutenable. C'est pourquoi on peut s'attendre potentiellement à une légère, comme je vous disais, une légère correction. Si on passe à la prochaine slide, à la slide 10, on peut s'attendre à une légère correction des marchés, mais comme je vous dis, ça sera pas basé sur des mauvaises nouvelles économiques, mais surtout par un profit-taking ou peut-être par le fait que nos analystes ou nos économistes sont peut-être trop optimistes et les entreprises rapportent de bons chiffres, mais peut-être pas, ne touchent pas les attentes des analystes. Mais comme je vous dis, en général, on s'attend pas vraiment
une correction au-delà de la barre du 5-10% serait vraiment le maximum cette année, mais basé simplement sur ce qu'on appelle prise de profit, bien entendu. Donc, somme toute, lorsqu'on regarde la situation, on regarde le cycle, on dit que c'est une longue période sans correction, mais le cycle étant ce qu'il est, nous sommes confortables lorsqu'on regarde cette synchronisation économique de tous ces marchés cette année. On pense que définitivement, on atteint probablement, c'est l'année où tous ces marchés semblent bien fonctionner, semblent bien s'imbriquer l'un dans l'autre. Donc, on ne s'attend pas justement à ce que justement on ait de très très grandes corrections. L'économie mondiale va somme toute assez bien. On devrait voir des chiffres provenant de la Banque mondiale être affichés bientôt. On peut parler pratiquement d'une croissance économique définitivement auprès de l'ordre de 3% et peut-être un peu plus. Donc, somme toute, de bons chiffres pour cette année, ce qui devrait justement pousser justement les marchés boursiers encore une fois à la hausse et pousser la croissance des bénéfices cette année. L'autre point, la prochaine slide, et pourquoi les économies vont bien. Regardez le ratio de la dette du service de la dette. On dit que le service de la dette va augmenter définitivement. On vous l'a mentionné au cours des dernières années. On s'attend à une hausse de taux d'intérêt. On l'a mentionné, on le voit encore cette année. Il faut expliquer la situation, comme je vous mentionnais un peu plus tôt. On a un nouveau chairman à la Fed aux États-Unis. Définitivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une hausse de taux d'intérêt. Il va essayer de normaliser le taux d'intérêt. Mais somme toute, regardez où est la courbe de taux d'intérêt présentement. Le taux directeur n'a jamais été aussi bas. Somme toute, on a vu justement des hausses de taux d'intérêt au cours des dernières années. On le revoit encore cette année. Mais somme toute, on est encore en bas des moyennes historiques, des niveaux historiques. Donc, encore très, très bonne pour justement des niveaux de dette, des niveaux de taux d'intérêt qui sont encore très bas, qui favorisent justement les entreprises à l'échelle mondiale, justement, pour pouvoir faire des acquisitions ou pour pouvoir justement bâtir de nouvelles capacités. Donc, emprunter n'est pas un problème aujourd'hui. Par contre, avec ce niveau de taux d'intérêt faible, définitivement, c'est plus difficile, et comme ça revient à ce que je vous mentionnais un peu plus tôt dans la présentation, atteindre le 7% de rendement est un peu plus difficile, définitivement, au niveau du côté des revenus fixes. Donc, c'est pourquoi on doit avoir une composante au niveau des actions. Juste pour vous donner une idée, hier, j'étais à l'analyse de Couche-Tard, et puis je rencontrais justement les dirigeants de Couche-Tard toute la journée. J'ai eu la chance de rencontrer M. Bouchard aussi là-bas. Et puis, eux, comme vous savez, ils ont fait des acquisitions au cours de la dernière année aux États-Unis. Ils ont un niveau de dette définitivement qui est de l'ordre d'environ 3,2 fois net dette to EBITDA présentement. Mais le service de la dette leur coûte présentement 3,2% pour quelques milliards justement en termes de niveau d'endettement. Donc, somme toute, 3,2% de niveau de dette sont encore très, très faibles, où les niveaux de taux d'intérêt sont encore très faibles. Donc, ce qui favorise justement les emprunteurs sur nos marchés, ce qui devrait définitivement avantager justement nos marchés financiers, le secteur corporatif, les entreprises devraient encore une fois tirer profit de cette situation-là cette année. Prochaine slide, slide 12. On parle de taux d'intérêt, mais comme je vous mentionnais, les taux d'intérêt en général, les taux d'intérêt réels sont négatifs dans la plupart des régions du monde. Donc, somme toute, on ne s'attend pas justement à ce qu'il y ait des changements à ce niveau-ci. On voit définitivement les taux d'intérêt réels qui vont peut-être tourner un peu plus positifs, mais somme toute, le niveau d'inflation est faible. Les coûts de dette définitivement s'accentuent, mais demeurent encore faibles. Donc, ce qui est encore assez porteur pour le marché des équités, à tout le moins, si on est en mesure justement de garder un taux d'inflation faible, et c'est le cas, c'est ce qu'on voit cette année sur la plupart de nos marchés, que ce soit canadiens, européens, américains et émergents. Les taux d'inflation sont encore très, très faibles, donc ce qui est encore porteur pour le secteur des actions. L'autre slide, donc slide 13, conditions financières aux États-Unis continuent d'être les meilleures depuis des années, c'est encore le cas. Niveau de dette des familles est encore très, très faible. Niveau de dette des entreprises, encore faible. Ils ont des bilans, la majorité des entreprises ont des bilans incroyablement beaux, je dirais, en langage québécois. Donc, de bons bilans. Ça s'est amélioré au cours de la dernière décennie depuis la crise. Et ça continue de s'améliorer, c'est ce qu'on constate. Pour la majorité des entreprises du S&P 500. Ce qu'on aimerait voir, c'est les voir prendre plus de dettes, étant donné que les coûts de dette sont faibles, pour pouvoir justement dépenser soit en acquisition ou en investissement, bien entendu, pour développer la capacité.
Mais c'est ce qu'on voit, on ne le voit pas. Les entreprises ont quand même été très disciplinées avec leur bilan financier. Donc, les niveaux de dette sur les entreprises du S&P 500, même chose en Europe, très faible. Ce qu'on fait lorsqu'on a un surplus de flux monétaires, on rachète des actions. Donc, somme toute, et avec la baisse de taxation qu'on va voir à compter de la mi-2018 et surtout 2019, définitivement, ça favorise encore justement les conditions financières du côté des États-Unis vont continuer de s'améliorer pour les entreprises. La prochaine slide, ce qu'on constate, par contre, il y a toujours des risques. Donc, on parle de M. Trump. Oui, définitivement, c'est peut-être le plus gros risque à l'économie américaine, ce qu'il va tweeter. Mais somme toute, lorsqu'on regarde la situation, on a un nouveau chairman à la Fed cette année. Donc, et c'est quelqu'un définitivement qui est probablement un peu plus pro-Trump, mais quelqu'un qui a quand même une bonne visibilité sur l'économie, quelqu'un qui est surtout de bonne santé à la Fed, bien entendu. Donc, on devrait voir des hausses de taux d'intérêt, mais comme je vous dis, le plus grand risque, c'est peut-être le risque géopolitique causé par M. Trump, parce que l'économie américaine, somme toute, va assez bien. On pense pas, nous, de notre côté, que M. Trump va définitivement faire dérailler cette économie. Par contre, géopolitiquement, définitivement, ça peut s'avérer un risque à l'échelle mondiale du fait que M. Trump définitivement a tendance à peut-être parler trop donc et se faire des ennemis. Mais c'est peut-être le seul risque qu'on voit présentement, c'est surtout le risque géopolitique. L'autre slide 15, ce qu'on regarde, on regarde la Chine 2.0. Oui, on pense qu'on est justement en Chine 2.0. On est en 1.0 jusqu'en 2013, 2014. On pense qu'on est en 2.0. On regarde la situation. Nous, on investit une grande partie des entreprises en Chine, définitivement. Ce sont des entreprises dans le secteur de la technologie. On a été investisseurs dans le secteur e-commerce, des compagnies comme JD.com, dans lesquelles on a un grand actionnaire, Alibaba, et quelques autres entreprises du côté chinois, parce que justement, sont en train de développer un hub, un peu comme Silicon Valley aux États-Unis. Et puis, c'est ce qu'on constate. Définitivement, la Chine prend de l'ampleur au niveau commerce électronique, mais surtout technologie associée au commerce électronique. C'est pourquoi on a décidé d'investir au cours des dernières années. La Chine domine dans le secteur de l'énergie solaire présentement au niveau des panneaux. On voit aussi au niveau de tout ce qu'on appelle énergie renouvelable. Définitivement, la Chine a décidé de prendre son envol. Et ce qu'on constate, c'est qu'on voit de plus en plus d'entreprises bien gérées provenant de la Chine qui deviennent et qui vont devenir des leaders mondiaux à l'échelle mondiale. Donc, définitivement, on a décidé de prendre ce cap en ayant un petit bureau à Hong Kong qu'on a ajouté il y a 2 ans, avec des gens basés là-bas qui nous éclairent sur ce qui se passe sur la Chine. Et nous aussi, comme gestionnaires et comme analystes, on y va régulièrement. Donc, définitivement, on continue à croire que la Chine, définitivement, va devenir probablement la plus grande économie mondiale au cours des prochaines années. Prochaine slide. C'est ce qu'on voit du côté de la Chine lorsqu'on regarde un peu au niveau des commodités. Ce qu'on voit présentement au niveau du prix de baril de pétrole, on pense pas on voit pas aucune raison pourquoi le prix de baril de pétrole pourrait retourner à $100 présentement. On pense que potentiellement on travaille avec des hypothèses de base entre $55 et $60, peut-être $65. Ça pourrait peut-être toucher $70 avec une certaine volatilité dans le marché. Si justement il y a des frictions géopolitiques entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak, Israël, mais somme toute, lorsqu'on regarde la situation, il y a quand même un bon équilibre offre-demande présentement. On est confortable justement avec la production de barils de pétrole et on pense que le prix, comme je vous mentionnais, devrait osciller entre 55 et $60. Il y aura de la volatilité, bien entendu, qui sera amenée principalement non pas par l'économie ou une surchauffe de l'économie, mais surtout justement par des nouvelles géopolitiques à notre avis. L'économie ne surchauffe pas à l'échelle mondiale. Les économies reprennent, les économies continuent de bien faire, mais on ne voit pas de surchauffe présentement. Donc, ça devrait pas justement pousser le baril de pétrole autour de $100 au cours des 12 prochains mois à notre avis. Finalement, au niveau du dollar, si on regarde la prochaine slide au niveau du dollar canadien, on regarde le dollar canadien maintient sa hausse, comme je vous mentionnais. On aimerait travailler, on regarde, je suis à la page 17. Donc ça, si on regarde, lorsqu'on regarde le graphique ici, comme je vous mentionnais, les barrières protectionnistes sont encore là. On va le voir avec les négociations avec l'ALENA
du côté entre Mexique, les États-Unis et le Canada. Ça se fait présentement à Toronto cette semaine. Donc, définitivement, les Américains ne semblent pas vouloir s'asseoir à la table, vouloir négocier avoir de bons termes de négociation, comme on dit. Mais, somme toute, on pense qu'un dollar canadien oscillant entre le 70 à 80 sous, c'est porteur pour notre économie. Un dollar qui oscillerait autour de 85 sous, pas très très bon pour notre économie. Donc, c'est pourquoi on pense que justement la Banque du Canada va définitivement prendre cette situation en compte lorsqu'ils vont décider d'augmenter les taux d'intérêt définitivement. Cette année, on s'attend à pratiquement une ou deux hausses encore cette année, mais somme toute, ils vont être très, très prudents à savoir à quel niveau est le dollar canadien. Donc, on peut travailler, là, dans nos hypothèses de base, on travaille avec un 75-80 sous pour cette année en termes de dollar canadien. Pour ce qui est de la devise européenne, on pense qu'elle va s'apprécier légèrement. Définitivement, justement, par cette poussée de la croissance économique. Le renminbi chinois, définitivement, on s'attend à ce qu'il s'apprécie avec, justement, l'appréciation de l'économie chinoise. Et au niveau du dollar américain, on constate que c'est un dollar qui est quand même assez, fairly value, donc on s'attend pas, justement, à une grande hausse du dollar américain. Même si on a des hausses de taux, on pense que, justement, le dollar américain est quand même, somme toute, assez bien pricé actuellement. Donc, page 18, combinaison des avoirs recommandés. Donc, encore, on considère une surpondération d'action. Au niveau des obligations corporatives, on considère qu'on est en fin de cycle définitivement, donc on est passé de surpondéré à sous-pondéré. Au niveau des obligations d'État, définitivement, on est en sous-pondération avec une duration légère courte, mais somme toute légèrement courte, mais somme toute avec cette reprise de taux d'intérêt, définitivement on pourrait faire quelques ajustements à la hausse du côté des obligations d'État. Au niveau de l'or, présentement, on s'attend à une légère correction potentiellement dans les 12 prochains mois, mais peut-être dans la première partie d'année, étant donné qu'on a un bon départ sur nos marchés boursiers. Donc, au niveau de l'or, on n'est pas à 1%, on est à 3,2% présentement, donc on a augmenté notre pondération en or à 3,2%. Et au niveau des espèces, on garde environ 5% d'encaisse présentement. L'encaisse, ça peut être autant défensif qu'être offensif. C'est de la façon dépendant des façons qu'on le voit. On peut s'attendre justement quand on a de l'encaisse, on peut tirer profit des opportunités sur le marché s'il y a une correction. Donc, on travaille présentement avec environ 5% d'encaisse dans nos portefeuilles. Donc, on a quand même un portefeuille, ce qu'on appelle modérément optimiste. On n'est pas sur-optimiste. On comprend qu'il y a des évaluations aux États-Unis qui sont quand même assez bien évaluées. Par contre, le marché européen, les marchés émergents sont quand même, demeurent encore à des multiples quand même encore très intéressants. Et pour ce qui est du marché canadien, on constate que c'est un marché quand même pleinement évalué présentement. Donc, on demeure prudent, modérément optimiste, mais somme toute, lorsqu'on regarde dans notre boule de cristal, on regarde les datas, on regarde les données, on regarde les faits, on constate que justement, ça devrait être encore une année porteur pour le secteur des actions et pour le marché boursier. Pour ce qui est de la page 19, comme je mentionnais, préparez-vous des participations sur le marché boursier, participation numérique. Définitivement, ce qu'on appelle du disruption, on va voir de plus en plus. On l'a vu avec Amazon, avec Whole Foods. Vous allez le voir de plus en plus, les Alibaba de ce monde, les JD.com, les Google de ce monde. On considère que les entreprises doivent avoir une bonne stratégie numérique. Et pour vous donner une idée, j'étais justement avec Couche-Tard hier à leur journée d'analyse. J'ai rencontré justement, ils ont engagé quelqu'un au niveau Information Technology, ce qu'on appelle un Chief Information Technology. Cette dame-là provient de McDonald's à Chicago. Et tout est autour du Big Data. Donc l'idée, ce qu'on constate chez Couche-Tard comme bien d'entreprise, tout est autour du Big Data. On va avoir les données, bien entendu, bien connaître nos clients pour pouvoir leur offrir justement une offre bien segmentée. Et c'est ce qu'on constate, présentement. On parle les nouvelles données sont le nouvel or, et c'est vrai. Pour la majorité des secteurs, que ce soit le secteur de la consommation, le secteur industriel, au niveau secteur bancaire, tout est axé autour des données, justement, pour pouvoir bien servir le client, pour essayer de tirer profit au maximum de ce client, bien entendu. Donc, c'est pourquoi on regarde des entreprises, justement, des grandes entreprises qui sont bien ferrées au niveau données. On peut parler des entreprises comme Google, ce sont des exemples. On parle d'entreprises aussi comme Alibaba, c'est un autre exemple. Donc,
définitivement, on a pris cet envol du côté numérique dans la majorité des secteurs chez nous, chez Signature, au cours des 18 derniers mois. Finalement, la page 20, rapidement, l'intelligence artificielle, on peut pas passer à côté définitivement des entreprises qu'on a en portefeuille. Ping An, qui est une entreprise dans le secteur de l'assurance en Chine, justement, qui utilise l'intelligence artificielle, justement, pour régler ses remboursements d'assurance. On parle d'Alibaba, qui est le plus grand commerçant de commerce de détail sur le marché asiatique présentement. On parle d'entreprises comme Amazon. Donc, définitivement, l'intelligence artificielle, des entreprises comme Google, comme on a en portefeuille présentement, Google est probablement le leader dans l'intelligence artificielle, c'est des entreprises qu'on veut être. Et toutes nos entreprises reliées à nos portefeuilles, que ce soit Nestlé, que ce soit Unilever, que ce soit Ford, on regarde des entreprises justement qui sont liées indirectement, qui ont des stratégies au niveau numérique, qui ont des stratégies au niveau intelligence artificielle. C'est la nouvelle vague et ces entreprises, dépendant du secteur, ces entreprises doivent justement prendre cet envol. Le bon exemple, c'est Couche-Tard, que j'ai rencontré hier, justement, qui prend cet envol du côté intelligence artificielle, big data, présentement. Finalement, page 21, donc, plateforme nouvelles technologies. Ce qu'on regarde quand on regarde nouvelles technologies, ça peut être à la fois des composantes. Donc, on regarde des entreprises, quand je parle aux gens qui font le secteur de la technologie chez nous, composantes veut dire mémoire présentement. Donc, on investit beaucoup dans des entreprises comme Micron, parce que justement, avec l'intelligence artificielle, on a besoin de beaucoup de mémoire. Donc, les composantes sont la fondation de l'Internet. Donc, effectivement, on a pris des positions dans des entreprises qui ont justement une composante hardware, semi-conductor plus memory ou mémoire. Finalement, on se promène dans le nuage ou le cloud, définitivement des entreprises justement qui ont un aspect ou qui ont accès au cloud, des entreprises justement qui utilisent le cloud dans leur façon de faire les affaires, des entreprises qu'on regarde beaucoup. Et finalement, au niveau du commerce de détail, tirer profit des nouvelles infrastructures, une entreprise qu'on a en portefeuille, Amazon est une très très bonne position chez nous depuis plusieurs années, donc un leader dans le secteur du e-commerce. Donc c'est une entreprise que j'ai en portefeuille moi, et on regarde aussi des entreprises comme dans le secteur de la consommation, on regarde des entreprises justement qui ont justement une bonne porte d'entrée sur le commerce électronique. Les entreprises qui n'ont pas de solution de commerce électronique, nous ne sommes pas là, simplement. Donc somme toute, la plateforme de la nouvelle technologie, définitivement, c'est ce qu'on appelle, on rentre dans une autre phase de croissance à l'échelle mondiale. Comme on a connu au début du siècle avec le secteur de l'industrialisation des différentes économies, on pense que la nouvelle technologie, c'est la nouvelle phase d'industrialisation des années 2018, 2019, 2020 présentement. Donc, ça fait le tour de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être juste avant les questions, Stéphane, de revenir aux stratégies qu'on gère sur la plateforme avec SSQ. Parfait. Et de donner la parole à Hugo après. Certainement, il y a deux stratégies ici qui sont importantes. Le premier, à slide 23, c'est notre fonds d'obligation de société signature. Qui est à peu près une cible de 50% obligations à rendement élevé, 50% obligations à cote élevée. La performance de cette stratégie offre, on dirait, un rendement supérieur à des obligations traditionnelles. Comme Stéphane avait mentionné, on s'attend à des taux assez bas pour longtemps. Et donc, ces genres de stratégies qui ajoutent du rendement en prêtant de l'argent à des sociétés, des fois des taux de 5, 6, 7, même 8% offrent des opportunités assez intéressantes. À la slide 24, juste pour dire qu'on réduit légèrement en ce moment la pondération en obligations à rendement élevé. Comme Stéphane avait mentionné, on est un peu plus conservateur dans notre répartition, donc on est en train de le baisser un petit peu dans le portefeuille. Pour ce qui est la prochaine slide, vraiment démontrer que à long terme, c'est le genre de une stratégie qui peut offrir des beaux rendements ou une alternative à votre portefeuille obligataire ou un temps d'ajout. Dernièrement, à la slide 26, pour finir notre stratégie mieux connue chez Signature, le Fonds mondial et croissance, est
de revenus est seulement disponible en partenariat en fonds distinct avec SSQ. Ce qui est important pour nous autres, c'est vraiment la stratégie qui va vous aider à naviguer les prochains 10 ans. On dit que ça fait 10 ans depuis la crise financière. En termes de rendement, on a connu à peu près un rendement de 7,5%. Je pense que c'est au-delà des attentes normalement de vos clients qui cherchent un rendement pour planifier leur retraite. C'est le genre de stratégie qui va vous offrir une bonne option pour vos clients pour les prochaines 10 ans. Et avec ça, je vais laisser la parole à Hugo. Oui, merci. Donc, on a reçu plusieurs questions. On n'aura pas le temps de toutes les poser. Je vais commencer avec la première. Donc, Stéphane, tu parlais tantôt de surchauffe. Qu'est-ce que tu penses des évaluations des actions qui semblent élevées? Par exemple, là, il y a le ratio cours-bénéfice de Shiller qui est à son 3e plus haut sommet là, depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, peux-tu parler un petit peu des évaluations des actions? En termes d'évaluation d'actions, comme je disais, lorsqu'on regarde les évaluations présentement, je vous mentionnais, le marché canadien, on constate qu'il est quand même bien évalué, on s'entend. Le marché canadien, marché canadien, se transige à 14-15 fois, mais la question à savoir, qu'est-ce qui va supporter l'économie? On se pose encore des questions sur le secteur minier, bien qu'on voit une reprise tranquillement. Le secteur des oil and gas, définitivement, on se pose encore des questions à ce niveau-là. Donc, on constate que le marché canadien, somme toute, assez bien évalué. Marché américain, bien évalué, définitivement bien évalué, à 17 fois les bénéfices l'an prochain sur le S&P 500. Ce qu'on veut voir surtout du côté américain, c'est des dépenses en investissement de la part des entreprises qu'on n'a pas encore vu beaucoup au cours de la dernière décennie. Donc définitivement, si l'économie continue à lancer, si l'économie mondiale continue à lancer, définitivement, on devrait avoir des entreprises définitivement investir un peu plus. C'est ce qu'on aimerait voir. Mais comme on regarde la situation, on regarde la croissance des bénéfices du côté américain, on constate que le marché, somme toute, par rapport à ce que le marché nous donnait en termes de croissance de bénéfices, on constate que le marché est bien évalué. Après ça, c'est une question de sélection de titres ou sélection de secteur, simplement. Du côté européen, où on voit vraiment un peu plus d'aubaine, c'est surtout du côté européen. On voit des multiples de l'ordre de 12, 13, 14 fois sur les marchés européens. Et c'est une économie qui est en reprise. On voit l'assouplissement quantitatif qui va potentiellement être coupé de moitié à compter du mois de mars 2018 parce que l'économie a plus besoin de béquilles justement pour pouvoir performer. Donc, somme toute, on voit surtout des bonnes aubaines du côté européen présentement. Et finalement, comme je mentionnais, sur les marchés émergents, on voit des bonnes aubaines. On regarde le marché chinois qui se transige à 12 fois les bénéfices, 11,8 fois. On constate que c'est un marché intéressant. On regarde le marché de Shanghai, 12 fois les bénéfices. Donc, on regarde des entreprises, justement, on regarde ces marchés émergents qui semblent revenir, qui semblent continuer leur progression, mais définitivement, on voit une certaine accélération sur certains marchés comme l'Inde, le Brésil. Définitivement, on trouve ces marchés-là intéressants en termes d'évaluation. Comme je vous le dis, marché américain, bien évalué, faites attention, sélection de titres, sélection de secteur, somme toute à 17 fois le bénéfice l'an prochain. On espère voir une accélération des bénéfices un peu plus. On va le voir justement avec cette baisse de taux de taxation aux États-Unis. Définitivement, ça devrait favoriser en corporate America en général, je dirais. Principalement petites et moyennes entreprises, c'est peut-être celles qui vont réinjecter le plus d'argent dans l'économie américaine. Les grandes entreprises, S&P 500, j'ai fait mon survey au cours des derniers 12 mois auprès des entreprises de la consommation. Ce qu'ils m'ont dit, c'est surtout on va retourner l'agence d'actionnaires sous forme augmentation de dividendes, programme de rachat d'actions et tout le rapatriement de dollars provenant à l'étranger. Tout ce qui est argent offshore qu'on va rapatrier sans payer de taxation sera retourné aux actionnaires. Donc, somme toute, les grandes entreprises, elles, vont continuer à retourner l'agence d'actionnaires. Petites et moyennes entreprises, définitivement, seront le moteur de l'économie américaine par cette baisse de taux, de taxation. Ce sont les secteurs vraiment ce sont vraiment les entreprises qui vont bénéficier le plus pourraient potentiellement remettre de l'argent au travail, justement, engager plus. Et si l'économie continue à progresser, définitivement, ça sera porteur. Mais à notre avis, il faut faire attention. Le marché américain a 17 fois les bénéfices. C'est bien évalué. On peut pas dire que c'est trop cher, mais on peut pas dire que c'est pas cher. On peut dire que c'est bien évalué à ce moment-ci. OK. Puis peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu penses qu'il va devenir des renégociations de l'ALENA
surtout pour l'impact sur le Canada puis les actions canadiennes? Bon, définitivement, avec l'ALENA, je pense qu'on a intérêt à garder $1 en bas de 80 sous. Si on a $1 trop fort, puis définitivement, je pense que les négociations avec l'ALENA, la façon que je peux voir, et ça se déroule présentement à Toronto, encore une fois, je pense qu'on est dans la 6e round de négociation. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on semble pas, les Américains ne semblent pas avoir, je dirais, définitivement vouloir négocier. Je pense que la façon qu'on négocie, la façon que Monsieur Ross semble négocier, c'est un peu ça passe ou ça casse. Si vous n'êtes pas content, on va déchirer l'ALENA. C'est pas dit que ça va se faire de cette façon-là. Définitivement, il y a un processus, il y a une structure qui doit être respectée. Mais somme toute, définitivement, la Banque du Canada a intérêt justement à garder $1 en delà de la barre des 80 sous, justement, pour demeurer compétitif, parce que justement, on risque de peut-être plus perdre que de gagner dans ces renégociations d'ALENA présentement. On peut perdre aux mains des Américains. On peut perdre aussi aux mains des Mexicains. Il ne faut pas oublier, c'est un tripartite. Les Américains aussi les Mexicains vont aussi tirer comme on dit, la serviette de leur bord en même temps. Donc, il faut faire attention, mais définitivement, on aura probablement des plus, mais on aura aussi des moins. Il faut faire attention parce que je crois pas que les Américains semblent négocier de bonnes je dirais, négocier avec une raison ou honnêtement parlant, comme on dit. C'est ce que je vois, c'est ce que je lis dans les journaux, c'est ce que j'entends quand je parle à des économistes. On ne semble pas vouloir négocier honnêtement présentement du côté des Américains. Donc, définitivement, cet accord-là pourrait s'avérer un peu plus négatif qu'on pense. Et c'est de la façon qu'on travaille, nous, chez nous. On s'attend toujours à ce que ce soit un peu plus négatif que positif. Donc, on repositionne nos portefeuilles en conséquence, principalement sur les entreprises, justement, qui ont l'exposition sur l'ALENA. Donc, on est très, très prudent de notre côté. On n'essaie pas de jouer au kamikaze en essayant de prendre un bet. On fait très, très attention. On est très, très prudent parce qu'on se dit l'ALENA peut potentiellement s'avérer un peu plus négatif que positif pour l'économie canadienne. Et indirectement, nos positions, on doit protéger nos portefeuilles. Parfait. Merci beaucoup Stéphane, Daniel puis Luc pour votre temps. Ça a été très intéressant. À tous ceux qui ont écouté le webinaire, merci de votre participation et revenez-nous en février alors qu'on va avoir le plaisir d'avoir l'équipe de Fiera Action Mondiale qui fera une revue des marchés puis parlera aussi de la performance de son fonds. Merci. Bonne journée à tout le monde.